Merci. Ben, pendant que Lucille partage l'écran, ben, bonjour tout le monde. Vraiment, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Lucille et moi, on est vraiment enchantés de pouvoir venir jaser de communauté de pratique avec vous. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter notre propre expérience là, depuis 2020, mais on a bien hâte aux échanges aussi à la fin pour pouvoir discuter avec vous de vos défis, vos expériences également, puis de pouvoir répondre à vos questions. Est-ce que Lynn, on voit bien mon écran? On voit moi en tout cas, je la vois très bien. Donc, si Ok, jamais il y a des problèmes, vous pouvez l'écrire dans le clavardage. Mais je pense que c'est bien. parfait. Et puis, merci beaucoup, Samantha, pour la présentation et d'avoir demandé aux gens d'écrire aussi dans le clavardage là, s'ils font partie déjà d'une communauté de pratique. Tu sais, s'il y en a qui sont arrivés par après, je vous invite aussi à continuer de le faire. C'était une question qu'on avait, Lucille et moi également, là, pour un peu apprendre à vous connaître parce qu'on vous connaît pas. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir là, vous lire dans le clavardage. Alors, tel que mentionné, aujourd'hui, on va parler en fait de l'expérience de Communacet, mais vraiment l'importance des espaces de concertation, donc comment rassembler nos voix dans une communauté de pratique. Je vais co-animer cette rencontre avec ma collègue Lucille, qui est conseillère en alimentation et agriculture durable chez Équiterre. De mon côté, je suis chargée de projet chez Équiterre. Je travaille depuis 16 ans dans l'organisation. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Comme on vous connaît pas, on a préparé vraiment une présentation pour vous expliquer un peu d'où part l'idée de mettre sur pied une communauté de pratique et donc équitaire également. Là, on n'était pas certaines que vous connaissiez tous et toutes équitaire. Donc, rapidement, en introduction, Équiterre est une organisation à but non lucratif qui travaille en environnement depuis plus de 30 ans. Donc, en fait, on travaille sur différents projets en mobilité, également en relations gouvernementales, pour la consommation, mais également beaucoup de projets reliés à l'alimentation et l'agriculture. Donc, ici, on vous a préparé une petite ligne du temps un peu pour vous permettre de mieux comprendre où se situe la communauté de pratique. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissez probablement le réseau des fermiers et fermières de famille. Donc, ça a été vraiment le projet initial d'Équiterre en 1996. Donc, de faire des maillages avec les producteurs locaux et des familles qui voulaient avoir des produits bio et locaux. Donc, ça a commencé dans une petite cuisine d'un des fondateurs d'Équiterre, mais aujourd'hui, c'est un très grand réseau qui est plus coordonné par Équiterre, mais qui, nous, on continue en fait de collaborer là, à la continuité de ce projet-là. Donc, les fermiers, fermières de famille étant bien implantés, après ça, dans la ligne du temps, on voit qu'on a continué, en fait, là, à travailler beaucoup avec, dans l'alimentation, finalement. Le réseau étant le plus connu de tous, mais toutes les initiatives que vous voyez sur la ligne du temps incluaient vraiment une grande part, à chaque fois, de maillage, de mise en lien avec les producteurs, maraîchers bio. Donc, vraiment pour une mise en marché de proximité. Donc, quand on parle des garderies bio, Croque-Plaisir, de la ferme à l'école, École enracinée, ce sont tous des projets, en fait, qui incluaient une grande part, là, comme je disais, pour le maillage. Par la suite, donc, on a eu beaucoup d'accompagnement institutionnel à ce moment-là. On a vraiment travaillé beaucoup avec différentes institutions, Hôpital Jean Talon, CHU Sainte-Justine également. Et on a en fait co-créé avec Aliments du Québec au menu le programme Aliments du Québec au menu institution. Donc ça, c'est vraiment une reconnaissance en fait d'approvisionnement local auprès des institutions. Il existe le même programme avec les restaurants. Donc nous, on a travaillé avec Aliments du Québec pour faire également cette reconnaissance-là, en fait, pour les institutions québécoises.
Donc, comme vous pouvez le voir, à partir de 2020, il y a plusieurs projets, en fait, qui ont été mis en place. Et donc, c'était vraiment l'approvisionnement local, un peu le vent dans les voiles, en fait, grâce à la SNAC. La SNAC étant, pour les gens qui sont moins familiers, la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, donc qui a été mise en place par le gouvernement en 2020. Alors, donc, grâce à cette stratégie-là, ben là, la place de l'approvisionnement local a pris, dans le fond, beaucoup d'ampleur là, depuis ces années-là. Donc, la stratégie, en fait, c'est que les institutions québécoises se doivent de se doter d'une cible d'achat d'aliments québécois. En fait, donc là, il y a 100% des institutions qui doivent se doter d'une cible et nous, on travaille, en fait, avec ces institutions-là. Et donc, d'où a commencé comme une assiette, on peut passer à la prochaine diapositive. C'est que de notre côté chez Équiterre, en 2019, en fait, on avait travaillé à l'élaboration de fiches pratiques pour les différents milieux. Donc, quand on parle de milieux ici, on parle de services de garde, école, cégep, université, les milieux de la santé, milieux du travail. Donc, chaque fiche représentait les milieux. Et c'était dans le but d'avoir une marche à suivre pour aider les institutions à s'approvisionner localement. Donc, à acheter, dans le fond, tous leurs aliments pour leur service de cafétéria ou service d'usager aux chambres localement. Donc, c'était pas une mince affaire, je vous dirais. Donc, on a fait beaucoup d'entrevues terrain, on a parlé vraiment à beaucoup de gens de l'écosystème. Et ces fiches-là, en fait, sont maintenant tout le contenu est sur le portail web de Communassiette. Mais en réalisant ces fiches-là, et on peut passer à la prochaine diapo, Lucille, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait deux besoins évidents sur le terrain. C'était que les gens ne se parlaient pas entre eux. En fait, il n'y avait pas un espace où tous ces acteurs et actrices-là pouvaient échanger entre eux pour pouvoir s'aider mutuellement dans l'approvisionnement local de leur institution. Donc ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'est qu'on réalisait en fait qu'il y avait vraiment beaucoup de ressources disponibles sur le web, mais il n'y avait pas une centralisation de ces ressources-là. Donc, pour les responsables en alimentation des différentes institutions, c'était vraiment problématique parce que par manque de temps et de ressources, ils ne pouvaient pas nécessairement passer beaucoup de temps à faire des recherches de ressources sur Internet. Donc, suite à ça, en fait, on a vraiment travaillé fort, en fait, là, pour mettre sur pied le projet comme une assiette qui se voulait finalement de mettre en place une communauté de pratique pour une alimentation institutionnelle qui était à la fois saine, locale et également éco-responsable. Donc, comme une assiette aujourd'hui, mais en fait, c'est trois communautés de pratique, donc une à Montréal, une en Montérégie, une à Québec, donc depuis 2020. En fait, Montréal depuis 2020, Montérégie 2023, Québec tout récent depuis la semaine dernière. En fait, depuis février 2025, on a eu la première rencontre là, de mise en place avec 45 membres. Et comme une assiette, ben, c'est également un portail web. Donc, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment un guichet central où on retrouve toutes sortes d'informations pour aider les institutions dans leur approvisionnement. Donc, le portail web, en fait, il regroupe l'ensemble des ressources et des outils disponibles que l'on connaît et que les gens nous ont proposé aussi d'ajouter sur le portail web. En fait, donc, le portail web se veut une centralisation de ces ressources-là, mais on n'héberge pas les ressources. On réfère directement aux personnes qui ont créé les ressources pour le rayonnement aussi de leur travail. Il y a les marches à suivre, des histoires inspirantes et justement toutes sortes de sections sur l'approvisionnement local et également l'alimentation saine. Donc voilà pour le Commune Asset. On peut passer à la prochaine diapo. Parfait, merci Lucille. Donc, en fait, au niveau des objectifs et des valeurs de la communauté de pratique, donc dans le fond,
à partir des deux besoins exprimés là, que je vous ai mentionnés tout à l'heure, la communauté de pratique, on a eu quelques rencontres en 2020, donc des rencontres d'information avec différents acteurs qui voulaient faire partie de la communauté de pratique. Et la première rencontre de fondation a eu lieu en octobre 2020 où on s'est fixé en fait plusieurs objectifs. Donc, c'est vraiment, puis Lucille va en parler un petit peu plus tard là, dans la présentation. Mais se fixer des objectifs, c'est vraiment essentiel pour s'arrimer, en fait, ensemble, là, que tous les membres soient arrimés ensemble là, au sein du travail qu'on fait dans la communauté de pratique. Donc, le premier objectif, c'était de générer un mouvement pour une alimentation saine, locale et éco-responsable, en fait, dans les institutions du Québec. On voulait également tisser des liens entre les institutions, mais également avec les collaborateurs experts, donc les chercheurs, les instances du territoire. On voulait rassembler tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, là, vraiment de la terre à l'assiette. Ensuite, quantifier la part d'achat d'aliments locaux des institutions. Donc, les institutions qui font partie de Commune Assiette ont l'obligation de calculer leurs achats locaux à chaque année. Donc, pour des plus petites institutions comme les CPE, ça peut être relativement un exercice facile, mais quand on parle d'institutions du milieu de la santé avec plusieurs milliers de dollars d'achats à chaque année, c'est un exercice qui peut prendre de 60 à 70 heures, là, en fait, annuellement. Ensuite de ça, c'était de mobiliser justement l'ensemble des institutions, des entreprises de gestion de services alimentaires, donc ceux qui desservent également certaines institutions qui n'ont pas de cafétéria, à accroître leur approvisionnement alimentaire local. Donc, une fois qu'on a dressé le portrait, qu'on a quantifié leur part d'achat local, ben là, c'est de les aider à justement augmenter cette cible-là. Et même parfois, simplement la maintenir, là, ça peut être un grand défi. Donc, ensuite de ça, fédérer les outils, donc comme on parlait à travers le portail web, et faire rayonner les pratiques exemplaires parce que c'est ça qui va aider ensuite d'autres institutions à s'engager. Donc, la communauté de pratique partage des valeurs aussi importantes qu'on met souvent de l'avant pour vraiment garder le respect au sein de la communauté de pratique. Donc, la transparence, l'horizontalité, très important, collaboration et inclusion. Donc, prochaine diapositive, merci. En fait, ici, c'était très important pour nous. On n'a pas été capable de faire ça dès le début, là, de cibler ça allait être quoi exactement les engagements des membres, à part l'exercice de quantification, justement, le premier point. Ça, on savait que les institutions devaient faire ce devoir-là. Mais c'était important pour nous de cibler, mais c'est quoi exactement l'engagement des membres? Parce que suite à ça, dans le recrutement, quand on a voulu ajouter des nouveaux membres à la communauté de pratique, c'était important pour nous de répondre à leur question de c'est quoi l'engagement que ça va me coûter, si on peut dire ça ainsi, de participer justement à la communauté de pratique. Donc là, on vous les a énumérés de cette façon-là, mais pour les membres, souvent, on va aller plus loin dans le détail, dans exactement le nombre de rencontres et également le nombre d'heures approximatifs annuellement là, que ça peut impliquer, en fait, leur engagement là, auprès de la communauté de pratique. Donc là, c'était vraiment une présentation très large, en fait, de quoi on parle quand on parle de commune assiette. Je vais passer la parole à ma collègue Lucille, en fait, pour la deuxième partie qui va nous expliquer un peu plus de façon théorique, justement, de quoi on parle quand on dit communauté de pratique et qu'est-ce qui fait de Commune Assiette, justement, une communauté de pratique. Ça, ben, ça va peut-être répondre à quelques questions que vous avez ou au contraire, ça va vous faire émerger toutes sortes de questions. Mais comme on disait tout à l'heure, pour les besoins de facilité de la présentation, on va prendre les questions à la fin. Mais si vous en avez là, qui sont vraiment importantes et qui vous empêchent de continuer d'écouter correctement la présentation, utilisez le clavardage, puis on va essayer également là, d'être à l'affût de vos commentaires. Donc, je passerai la parole à Lucille pour la prochaine diapo.
Merci Lynn pour toute la partie de présentation très concrète de qu'est-ce que c'est comme une assiette. J'ai mis cette photo pour qu'on prenne un petit peu un pas de recul sur Commune Assiette, puis qu'on s'intéresse au concept même de communauté de pratique qui vous rassemble tous et toutes aujourd'hui, et voir un peu qu'est-ce qui fait que Commune Assiette, c'est une communauté de pratique, et puis revenir sur des petites bases aussi de théorie. D'abord, ce que je voudrais faire, c'est en fait expliquer qu'est-ce qu'une communauté de pratique n'est pas. En fait, ici, j'ai mis trois éléments. Là, tout ce qu'on vous raconte, ça fait partie d'un guide que vous pourrez consulter plus tard. Donc, si vous êtes curieux d'en savoir plus, curieux, curieuse, vous pourrez aller le lire. Donc là, j'avais relevé trois éléments. Une équipe projet, une formation et le réseau dans le réseau professionnel, qui sont trois éléments en fait qui ressemblent à une communauté de pratique et qui sont des éléments qui peuvent composer des petits morceaux de communauté de pratique, mais qui sont quand même différents. Là, par exemple, l'équipe projet, c'est vraiment des gens qui vont se rassembler donc sur un projet, sur un objectif. Et une fois que cet objectif il est atteint, a priori, le groupe se dissout. Alors que du côté de la communauté de pratique, on parle vraiment d'un engagement qui est à plus long terme. Et c'est un groupe qui continue d'évoluer tant que le sujet est pertinent. Du côté de la formation, on a évidemment des petits moments de formation dans une communauté de pratique, mais la formation telle qu'elle, comme si vous vous inscriviez à un cours, ça peut être pertinent pour la pratique, mais des fois c'est aussi purement théorique et ça s'inscrit vraiment dans un calendrier de formation qui va être défini. Vous vous inscrivez à un webinaire de 2 heures ou une formation d'1 an, c'est assez délimité sur un agenda. Alors que du côté de la communauté de pratique, on va avoir des formations qui sont vraiment sur des enjeux un petit peu plus terrain, qui sont identifiés par des praticiens et praticiennes. Et en fait, c'est aussi le but dans la communauté de pratique, c'est de relever quels sont les besoins des praticiens et praticiennes pour après proposer des formations très pertinentes par rapport à des enjeux qu'ils peuvent vivre dans leur milieu de travail. Et donc, c'est une formation qui se fait en continu via des petits moments peut-être très précis de présentation et aussi juste des échanges informels de trucs et astuces, on va dire. Enfin, le réseau professionnel, quand vous faites partie d'un corps de métier, par exemple dans le milieu de la construction de bâtiments, bah, vous faites partie de ce réseau professionnel-là sans avoir rien signé. Donc, c'est un engagement qui est assez faible. Et vous pouvez participer à des événements, donc vous pouvez avoir des informations, mais la circulation de cette information elle va être assez large et imprévisible. Alors que du côté d'une communauté de pratique, on va vraiment avoir une circulation concentrée et organisée de l'information. Chose très concrète, ça va être par exemple le portail web de Communasset. Et aussi, il y a un engagement considérable, c'est ce que disait Lynn tantôt, avec des engagements par exemple pour les institutions, l'exercice de la quantification ou alors de participer à des rencontres, d'échanger de savoir. Donc, on est vraiment sur des éléments qui peuvent faire partie d'une partie de la communauté de pratique, mais qui sont quand même différents. Mais alors, qu'est-ce que c'est une communauté de pratique? Ici, j'ai mis une définition qui est, je pense, la plus utilisée dans la littérature, qui est que les communautés de pratique, c'est des groupes de personnes qui se rassemblent pour partager et apprendre les uns et les unes des autres, face à face ou virtuellement. Ils et elles sont tenus ensemble par un intérêt commun dans un champ de savoir et sont conduits par un désir et un besoin de partager leurs problèmes, leurs expériences, des modèles, des outils et des meilleures pratiques. Et les membres de la communauté vont approfondir leurs connaissances en interagissant sur une base continue et à long terme, et pour ça, développer un ensemble de bonnes pratiques. Donc, ça permet plusieurs choses, les communautés pratiques, notamment d'encourager l'innovation, faciliter le développement de nouvelles compétences, etc. Et il y a plusieurs types de communautés de pratiques, des caractéristiques. Et là, je vais vous les présenter directement en prenant l'exemple de Communassiette. Communassiette, c'est une communauté de pratique, enfin des communautés de pratique qui sont intentionnelles, c'est-à-dire qu'on a vraiment suivi toute une démarche choisie pour devenir une communauté de pratique, fermée parce qu'elle s'adresse à des acteurs et actrices de l'écosystème en alimentation, interorganisationnelle, plusieurs organisations, intersectorielles, plusieurs secteurs, et elle est plutôt locale puisqu'on se base sur des territoires plus ou moins définis. À Montréal, on a aussi des gens qui viennent d'ailleurs, mais c'est Montréal, Montérégie, Québec. Et au sein de nos communautés de pratique, on a des cohortes d'institutions et d'entreprises de gestion de services alimentaires, des collaborateurs, comme disait Lynn tantôt, et des équipes de coordination. Donc, il y a 1 an, en fait, on publiait le guide dont je parlais tantôt, qu'on a lancé lors d'un événement en alimentation. Et depuis, on a pu faire quelques petites présentations de notre expérience, de tout ce qu'on a pu accumuler, parce qu'on entame, en fait, notre 6e année quand même de communauté de pratique. Donc, on a choisi pour ça de mettre
par écrit en fait tous nos apprentissages pour pouvoir mettre à disposition de celles et ceux qui ont envie de lancer leur propre communauté ou qui ont juste besoin de peut-être conseils sur comment rassembler des personnes pour améliorer leur méthode de concertation. Et puis surtout, on veut que ça puisse percoler. En fait, c'est une méthode de travail que nous, on a éprouvée qui fonctionne bien pour nous. Et pourquoi pas la partager à d'autres territoires qui ont envie de se lancer, que ça soit sur l'approvisionnement alimentaire institutionnel durable ou sur totalement autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'appliquer même sur d'autres thématiques. Ce guide-là, on a choisi de le construire vraiment en deux parties. La première est théorique. Donc c'est vraiment qu'est-ce que c'est une communauté pratique. Vous en avez eu un petit extrait avec ma présentation. Et la deuxième partie, plus pratique, elle va s'appuyer aussi sur l'expérience de Communacet. C'est quoi les étapes clés qui nous ont menés à la création de Communacet. Donc la première partie est théorique, comme je disais, j'ai déjà présenté la définition, les types de communautés pratiques. Et là, je voudrais revenir sur un élément qui me semble essentiel quand on parle de communautés pratiques, c'est les notions de savoir explicite et de savoir tacite. Les savoirs explicites, donc c'est tout ce qu'on voit dans la partie en surface de l'iceberg. On peut les définir comme des connaissances qui sont clairement formalisées, clairement articulées et facilement transmissibles à l'aide de supports tangibles comme des documents, des guides papier ou numériques, des sites web, des blogs ou encore même des courriels. Alors que les savoirs tacites, eux, sont des connaissances plutôt pratiques qui reposent sur des savoir-faire, sur des expériences individuelles. Et c'est vraiment une forme de savoir qui est ancrée dans la pratique, donc qui peut être un petit peu plus difficile à transmettre parce que ça repose sur des gestes, des techniques ou même sur de l'intuition. En fait, tout ça, c'est des choses qui vont s'acquérir au fil du temps par l'apprentissage sur le terrain, l'observation, des essais-erreurs. Et le savoir tacite, ça inclut aussi des aspects qui sont un peu plus subtils comme l'intuition, la créativité ou la capacité de s'adapter à des situations imprévues. En fait, ces deux formes de savoir, elles ne sont pas à opposer. Il faut vraiment les voir comme quelque chose de complémentaire. Et il y a le chercheur Michael Polanyi qui disait que toute connaissance, elle est soit tacite, soit basée sur une connaissance tacite. Ça signifie que même les savoirs explicites à leur base, bah, c'est des savoirs tacites. Et en fait, ensemble, ces deux savoirs, ils vont vraiment se renforcer parce que la connaissance explicite, elle fournit des bases claires, codifiées, faciles à transmettre. Et la connaissance tacite, elle va permettre de ensuite s'adapter à des situations concrètes et des choses qui sont imprévues. Donc c'est important d'avoir cette distinction-là parce que je pense que les savoirs tacites, ça représente une majorité en fait des savoirs détenus par les gens, notamment en milieu professionnel, mais pas que. Et les gens n'ont pas nécessairement conscience qu'ils détiennent tout ce savoir qui est super intéressant. Et les communautés pratiques, elles peuvent venir jouer ici en mettant de l'avant ces connaissances tacites par des discussions, par un apprentissage en continu, par des moments formels, informels où les gens se rencontrent. Et je ne sais pas si Lynn, tu voulais en profiter là pour donner un exemple sur ce qu'on voulait un peu pour illustrer cette différence entre tacite et explicite. Ben oui, puis on donne souvent le même exemple qui est évidemment relié au sujet alimentaire, mais tu sais, je trouve ça important de dire que justement le savoir tacite, c'est celui qui est non documenté. Donc, ça vient vraiment de l'expérience de la personne. Donc, c'est souvent ça qui fait qu'au moment où cette personne-là va quitter son poste, ben, il peut avoir un manque aussi à ce moment-là si ça n'a pas été justement intégré dans des procédures. Mais l'exemple qu'on donne souvent, c'est justement en cuisine institutionnelle, par exemple, s'il y a un ou une professionnelle qui veut ajuster son plat en fonction des besoins de sa clientèle ou de résoudre un problème technique X, mais sans s'appuyer sur un guide, ben à ce moment-là, c'est cette connaissance tacite-là qui vient compléter la connaissance explicite. Donc ça, c'est notre petit exemple un peu plus concret pour essayer de le faire bien comprendre. Mais tu sais, rassurez-vous, on connaissait rien de ça quand on a mis sur pied comme une assiette. C'est de l'information qu'on est allé chercher après pour mieux comprendre, en fait, là, tu sais, ce qui se passait au sein de la communauté de pratique. Merci Lynn. Je passerai maintenant à la partie 2 donc, de notre guide qui est un petit peu plus pratique. On va venir mettre de l'avant des facteurs de réussite, des défis que vous pouvez croiser dans votre comité de pratique. Et puis aussi, ça a plusieurs étapes clés qu'on a identifiées pour notre parcours pour Communacet pour mettre en place la communauté. D'abord, des facteurs de réussite. Les communautés de pratique, déjà, il y a le temps dédié.
En fait, le temps, c'est un peu un élément que je trouve qui est paradoxal parce que à la fois, on intègre une communauté de pratique, je pense, pour gagner du temps parce qu'on parlait de rassembler des ressources, pouvoir rencontrer assez fréquemment des personnes qui travaillent sur des enjeux qui peuvent ressembler aux nôtres. Et à la fois, ça prend du temps de faire cet effort-là. Mais je pense que c'est un bénéfice qu'on perçoit plus sur le long terme. Donc, on gagne du temps, mais il faut en consacrer pour le gagner. Ensuite, il y a le leadership de la coordination. Ici, c'est parce que nous, pour Communacet, on a choisi d'avoir une équipe de coordination parce qu'on pense que c'est important d'avoir une équipe qui va être chargée de la coordination, de la planification, qui va être capable d'avoir une oreille attentive pour repérer quels sont les besoins des membres. Est-ce que tel membre a parlé de tel sujet? Il faudrait qu'on propose une formation. Donc, il y a ce leadership-là qui est intéressant pour que ça fonctionne bien. La co-construction ensuite, parce que c'est la base de la pratique. On souhaite rassembler des gens pour qu'il y ait des choses qui se passent, pour qu'il y ait du savoir qui se transmette, pourquoi pas des outils aussi qui se créent. Et on veut vraiment, nous, l'équipe de coordination, être des facilitatrices. On va pas imposer des thématiques parce qu'on pense que c'est ça dont on devrait parler. C'est vraiment, on va prêter une oreille attentive. On parle de ça, ok, donc on va faire quelque chose avec. Et enfin, il y a la reconnaissance et la valorisation. Et ça, c'est un élément qu'on souligne vraiment beaucoup chez Communacet, c'est qu'on est très dans la théorie des petits pas. On a des super bons élèves, on a des élèves un peu moins bons, mais c'est pas vraiment intéressant en fait de faire cette comparaison-là parce que chaque personne qui a choisi de s'engager pour améliorer ses pratiques doit pouvoir briller autant qu'une autre personne. Et ce qu'on fait, par exemple, c'est d'écrire des petites histoires inspirantes. On va mettre de l'avant des pratiques de nos membres ou même d'ailleurs qui sont pas forcément des membres pour valoriser tous ces efforts en fait qui sont faits pour améliorer bah, là, les pratiques en approvisionnement alimentaire institutionnel durable. Les bénéfices des comités de pratique, bon, c'est ce que je disais, le gain de temps qui demande un engagement quand même. Ça peut renforcer la motivation aussi des personnes qui voient qu'ils font partie de ce mouvement, qui sont en train d'améliorer leurs pratiques. Ils peuvent acquérir de nouvelles compétences, il y a une meilleure circulation de l'information. Et à plus long terme, on va avoir aussi la création d'une voix collective qui peut être influente auprès des décideurs. On a déjà rassemblé, par exemple, des signatures des membres pour faire des demandes auprès d'un organisme public. Il y a aussi une création d'une identité commune, un sentiment de solidarité qui va se créer entre les membres. Donc ça, c'est des bénéfices importants dont on peut parler quand on parle de comité de pratique. Et ensuite, on va parler des défis qu'on peut rencontrer avec Lynn parce qu'on a pu en observer quand même certains. Je vais commencer par celui de la perte d'intérêt, puis je te laisserai la parole ensuite, Lynn. OK. Bon, la perte d'intérêt, je pense que peut-être certains d'entre vous ont déjà pu voir ça, c'est que ça peut s'essouffler au bout d'un moment. C'est certainement un défi à prendre en compte, mais il faut rester toujours innovant, créative, pour éviter que ça soit trop répétitif et qu'en fait les membres, en assistant, en prenant du temps pour assister à des rencontres, bah, ils puissent voir le bénéfice pour eux de venir. Donc, il faut toujours trouver des petites techniques pour garder ça pertinent et je pense savoir aussi des fois s'il est temps peut-être de mettre fin à la pratique. Donc voilà, puis pour la suite, je te laisserai la parole, Lynn. Oui, ben merci. En fait, également dans les défis, puis tu sais, encore là, c'est ce que nous, on a observé au sein de Communacet, mais on a bien hâte de pouvoir en discuter aussi avec vous à la fin. On a nommé également le manque de continuité. Donc, dans le fond, ça représente un peu le volet d'organisation des rencontres, par exemple. Donc, d'avoir quelque chose de précis tout au long de l'année qui est structuré, auquel les membres ils vont vraiment s'identifier puis savoir quand les choses se passent. Donc, c'est vraiment euh, dans le fond, il faut vraiment que ça soit perçu comme faisant partie du processus d'apprentissage global. Donc, par exemple, dans Comme une assiette, et tout le monde sait qu'il y a toujours trois grandes rencontres annuellement, une en octobre, une à l'hiver en mars, donc on l'a la semaine prochaine, et une dernière en juin qui est notre rencontre bilan, qui est toujours en présentiel. Donc, c'est vraiment des moments, ça qui permettent aux gens de vraiment savoir comment ça fonctionne aussi, la communauté de pratique, et savoir aussi faire référence à ces rencontres-là selon leurs besoins également. Mais ça, c'est également dans les défis. Et les voix dominantes. Donc, je suis certaine que vous l'avez vécu probablement également dans vos communautés de pratique. Donc, il y a certains individus qui vont prendre naturellement plus de place que d'autres. Mais ça
ça peut faire en sorte que certains autres membres qui, à ce moment-là, vont être plus dans l'ombre ou qui vont se sentir intimidés, qui vont moins intervenir. Donc, c'est vraiment de faire en sorte de pouvoir aller chercher l'ensemble des membres, d'essayer de reconnaître un peu les compétences de chacun. Et oui, pour l'émergence des leaders puis des gens qui prennent la place, tu sais, c'est aussi nécessaire, mais il faut pas que ça vienne mettre trop d'ombre également sur d'autres personnes. Donc, c'est important d'encourager tout le monde, en fait, là, à participer, puis à garder une diversité de points de vue également là, au sein de la communauté de pratique. Ensuite de ça, on a nommé quelques étapes clés aussi. Je vais continuer un peu, Lucie, puis je te laisserai les présenter. Mais ça, c'est des étapes clés qui, pour nous, dans le fond, tu sais, parce qu'à partir du moment où on a l'idée de faire une communauté de pratique et le moment où se réalise la première rencontre, ben, tu sais, souvent, il y a quand même aussi beaucoup de temps entre ces deux moments-là. Donc, l'étape de la préparation, c'est vraiment le moment de se préparer, de se poser des bonnes questions avant de se lancer dans l'aventure. En fait, c'est la planification puis se préparer, c'est vraiment super important pour bien lancer ensuite le projet, l'initiative. Donc, au début, je me rappelle dans ces étapes-là avec Lucille, on avait mis plutôt comme une flèche, comme si c'était une progression linéaire. Mais finalement, dans la réalité d'une communauté de pratique, c'est vraiment pas linéaire. Donc, c'est des étapes qui peuvent finalement revenir à plusieurs moments pendant la communauté de pratique. En fait, c'est vraiment c'est un modèle qui s'appuie sur notre expérience à nous, comme on le répète souvent, mais c'est pas non plus une recette magique pour créer ou animer sa propre communauté de pratique, mais vraiment un exemple. Donc, tu sais, peut-être, Lucie, je te laisserai parler un petit peu plus en détail de chacune des étapes. Ouais, donc je te laisse aller. Merci. Puis là, ces étapes-là, c'est sûr que ça paraît très général. C'est ce qu'on a repris aussi du guide. C'est-à-dire que c'est écrit comme ça, puis vous avez vraiment plus. Puis là, je vais expliquer un peu chacune de ces étapes. La première, donc la préparation, en fait, c'est la phase d'idéation. Certainement, il faut réfléchir longuement avant de se lancer, parce que il faut savoir aussi si c'est la bonne chose pour vous. Peut-être que la communauté pratique, finalement, c'est pas la meilleure méthode. Après, vous pouvez tout à fait essayer, mais ce que nous, on a voulu faire dans la phase d'idéation, c'est d'abord déterminer des objectifs pour cette communauté, déterminer aussi sa structure, donc avec l'idée par exemple d'avoir une équipe de coordination, et puis à quels besoins ça va répondre pour nos futurs membres. Donc là, nous, c'était effectivement d'améliorer l'approvisionnement alimentaire institutionnel durable avec l'émergence aussi de la SNAC qui a été évidemment un moment aussi où c'était au centre ce sujet-là. Et c'est un moment donc aussi pour se poser des bonnes questions. Vous pouvez vous demander qu'est-ce qui existe déjà comme structure, sur quelle thématique vous voulez vous concentrer, qui pourrait vous distinguer d'une autre, par exemple. Comment vous souhaitez fonctionner? Est-ce que vous souhaitez avoir une charte, par exemple? Avec qui vous souhaitez travailler pour développer cette communauté? Est-ce que vous voulez faire juste de votre organisation? Et qui est-ce que vous voudriez retrouver en fait dans cette communauté? Ensuite, nous, notre étape, ça a été donc de s'entourer, puisqu'on a choisi d'avoir donc cette équipe de coordination et puis de travailler aussi avec des partenaires. Parce que cette équipe de coordination, c'est vraiment un noyau quand même qui est très important au sein de Communassiette, puisqu'on va venir s'occuper de tout ce qui est organisé, animer les rencontres, centraliser, partager des ressources, identifier des besoins, des solutions pour les membres, recruter aussi des nouveaux membres et puis veiller au sentiment d'appartenance. Donc encore une fois, ça c'est notre modèle, mais il y a plein de comités pratiques qui se gèrent autrement, il n'y a pas d'équipe de coordination, donc c'est vraiment selon les moyens, le temps à disposition pour fonctionner de cette façon-là. Ensuite, bon, notre étape de co-création, c'est quand on commence quand même à rassembler les individus. C'est la base pour la communauté pratique. Donc, lors de rencontres, ce qu'on a fait de notre côté, c'est d'abord d'organiser des rencontres d'information pour un peu présenter notre projet de communauté, pour la lancer, puis voir sonder un peu l'intérêt. On a établi donc une planification annuelle, un agenda de rencontre, comme on disait tantôt. On s'assure aussi de la participation des membres. Est-ce que c'est pertinent pour eux, la façon dont on fonctionne? Donc, on s'adapte. On a co-créé l'identité de Communassiette pour qu'elle ressemble à celle de nos membres. Par exemple, le nom de la communauté a été choisi par les membres.
Et enfin, il y a tout un travail aussi de compilation des ressources partagées et la création aussi de nouvelles ressources qu'on fait avec les membres dans le cadre de petits groupes restreints où on va créer des fiches, par exemple, des affiches de sensibilisation, etc. Et on vient aussi faciliter les interactions parce que il faut, entre les rencontres, que les gens puissent communiquer entre eux. Puis là, vous l'aurez deviné de toute façon, c'est l'espace d'échange en ligne passerelle qu'on a choisi avec la suite en commun. Et on explore aussi doucement Praxis pour pouvoir faciliter ces échanges sans que nous, on ait besoin de faire intermédiaire. Les gens peuvent s'envoyer des messages. On a tout un fil de discussion. Les gens spontanément ont des questions, vont les poser et ils se répondent entre eux. Ensuite, notre dernière étape, quand la communauté elle est lancée, vous avez des rencontres, ce qu'on veut essayer de faire, c'est évidemment de garantir la vitalité puis la pertinence de Communasset, donc de votre communauté, et toujours garder en tête qu'il faut absolument s'adapter. Il faut s'adapter en continu et laisser la communauté évoluer. Une fois qu'elle est lancée, en fait, on peut commencer à évaluer un petit peu déjà pour mesurer les progrès, pour réajuster des stratégies. Et j'avais mis évaluer avec nuance et proportion, c'est-à-dire qu'on ne veut pas demander du feedback tout le temps aux membres pour pas les alourdir avec ça. Et puis aussi, je pense avoir des attentes qui sont assez réalistes. C'est pas au bout de 2 rencontres qu'on va pouvoir tout régler. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Puis comme c'est basé sur la transmission de savoir, c'est quelque chose, encore une fois, qui est pas très tangible. Donc il faut être réaliste là-dessus. Et faire aussi de l'évaluation, bah, évidemment, une opportunité d'apprentissage pour changer. Et enfin, accueillir les mutations naturelles de votre communauté. Laisser de la place au changement, que ce soit dans la structure, les processus et la gouvernance, c'est vraiment quelque chose de vivant. Et là, je laisserai la parole à Lynn. Oui, mais merci, Lucille. Tu sais, on aurait pu rajouter plein de choses, même dans les défis, tu sais, le financement, tu sais, comment ça fonctionne, tout ça. Tu sais, te parler des sondages, Lucille, comment on intervient auprès des membres. On veut pas leur envoyer 4 sondages par année, mais en même temps, la réponse à ces sondages-là, souvent, va nous aider à aller chercher du financement. Donc, tu sais, c'est tout est une question d'équilibre, mais tu sais, en fait, tu sais, nous, ce qu'on aimerait vraiment vous diffuser comme message aujourd'hui, c'est que, dans le fond, une communauté, c'est vivant. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que tu peux planifier du mieux que tu peux, mais vraiment l'important, c'est d'être à l'écoute des membres de la communauté. C'est eux qui ont des besoins. Nous, comme équipe coordonnatrice, on répond à leurs besoins. On est comme un peu à leur service. Là, finalement, on va les aider, tu sais, dans ce qu'ils ont besoin. Puis vraiment l'importance, tu sais, avec cette image-là, là, la synergie territoriale. L'importance de s'allier avec les acteurs et actrices qui sont déjà en place. Donc, tu sais, de faire une petite exploration de qu'est-ce qui existe sur ce territoire-là ou peu importe, là, dans le fond, le sujet de votre communauté de pratique, mais tu sais, de pas venir dédoubler ce qui se fait déjà, mais plutôt de s'allier avec des acteurs qui sont déjà en place, qui travaillent peut-être déjà sur un sujet. Puis là, ben, c'est de trouver le moyen de faire chacun notre place, là, finalement parce que on revient à un but commun quand on s'allie avec des acteurs qui sont déjà en place. Donc, les inclure, travailler ensemble. euh, je le dis comme ça, je sais que ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Nous, on l'a vécu, puis tu sais, c'est pas toujours facile de pouvoir s'allier avec des gens qui sont déjà là, de trouver la place à chacun aussi. C'est pas nécessairement facile, mais c'est vraiment important pour renforcer les mouvements qui sont existants, puis vraiment miser là, tu sais, sur le collectif. Donc, voilà, mais on aimerait vraiment encore discuter. Fait qu'on laisserait du temps pour la discussion. Là, je sais que ça a été mis dans le clavardage. Vous avez le code QR pour le guide. On vous rappelle que c'est vraiment un guide qui a été rédigé par nous selon l'expérience qu'on a. Donc, il y a toute une partie théorique là, que la plupart des gens s'entendent sur toute la théorie, mais vraiment le côté pratique, tu sais, vous pouvez prendre ce qui vous convient. Tu sais, il y a d'autres choses peut-être qui conviennent moins pour vous, mais nous, justement, quand on parlait de financement, on n'aura probablement pas du financement éternel pour ce projet-là. Donc, c'était super important qu'on puisse partager les acquis qu'on a eus dans les 6 dernières années et pouvoir permettre à d'autres gens de réaliser des projets comme ça, des communautés de pratique. C'est vraiment pour nous l'avenir de pouvoir se concerter, de parler des enjeux qui nous préoccupent. Alors, tu sais, c'est vraiment très important pour vous, pour nous de vous le partager. Donc, voilà, à vous la parole. Je sais qu'il y a eu quelques questions dans le clavardage. Je sais pas, Samantha, peut-être qu'on peut déjà